Croissance verte, c'est maintenant sur Média 1 et merci de nous rester fidèles. Partout en Afrique, une nouvelle génération se lève face à l'urgence climatique. Des jeunes qui refusent l'inaction, qui passent du constat à l'engagement et qui font de la protection de l'environnement un combat du quotidien. Protection du littoral, lutte contre la déforestation, gestion des déchets, recyclage, sensibilisation. Les formes d'engagement se multiplient, souvent loin des projecteurs, mais avec un impact bien réel sur le terrain. Le reportage que nous vous proposons aujourd'hui illustre bien cette dynamique, celle d'une jeunesse sénégalaise consciente, active et déterminée à préserver son cadre de vie. Et pour mieux comprendre cet éveil de conscience écologique, nous sommes avec monsieur Michel Kinifo, consultant en engagement citoyen et communication pour le changement social. Vous êtes également le fondateur de Senvi Association et membre de IBP Sénégal. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Ravi d'être là. Monsieur Kinifo, on se retrouve ici juste après notre reportage. Direction Thiaroye-sur-Mer et Bargny au Sénégal. Le reportage est signé Fatou Cissé et Cheikh Ndao. Au Sénégal, les jeunes représentent plus de 60% de la population. Une partie de cette jeunesse reste sensible à la question climatique. Face aux ravages du changement climatique, ces jeunes s'érigent en sentinelles pour atténuer la menace. L'érosion côtière, les inondations récurrentes à Dakar, la déforestation dans les zones rurales, entre autres conséquences désastreuses, ont éveillé une conscience écologique profonde chez cette génération. À travers des initiatives locales et des organisations comme Corps Africa, les jeunes s'organisent pour bâtir une résilience collective, transformant la vulnérabilité en action concrète. Moi, si je prends l'exemple de mon expérience personnelle, je suis allé en tant que chargé de communication dans un village qui s'appelle Nemaba, dans la zone Sine-Salou, où j'ai vu que les femmes s'activaient dans la mangrove, la replantation de la mangrove. C'était des activités qu'elles faisaient volontairement, mais je me suis rendu compte qu'aussi, il y avait la coupure de bois de la mangrove. Et pour les permettre d'arrêter ces genres d'activités, j'ai pu trouver des canaux, des voies et moyens, d'abord de les initier, et Corps Africa en tant qu'organisation aussi, à implémenter des projets qui puissent permettre à ces femmes-là d'avoir des activités génératrices de revenus. Maintenant, ces femmes aujourd'hui sont auto-indépendantes, elles ne dépendent plus. Elles dépendent en partie de l'ostréiculture par rapport à la gestion de l'écosystème de la mangrove, mais elles ont arrêté quand même la coupure de bois de la mangrove. D'abord, nous avons implémenté des projets même je dirais, qui ont permis à ces femmes d'avoir une activité génératrice de revenus. En dehors de cela, nous avons permis à cette communauté d'avoir accès à la visibilité et le partage de l'information. Corps Africa joue un rôle central en déployant de jeunes volontaires africains directement auprès des communautés les plus exposées. L'organisation identifie et met en œuvre des solutions locales comme l'agriculture résiliente et la gestion rationnelle des ressources en eau. Une fois sur le terrain, ils sont des acteurs, ils ne viennent pas en messie, ils travaillent en collaboration avec ces communautés, tout en réellement informer ces communautés de la valeur qu'ils ont dans la communauté. Ils engagent les femmes, ils engagent les jeunes, ils engagent toute la communauté. Donc ce n'est pas quelque chose qui est préconstruit qu'ils ont avant de partir, mais ils sont informés de ce qui se passe réellement. Ces initiatives ne se limitent pas à des actions techniques, elles intègrent aussi une dimension sociale forte. Les femmes sont souvent en première ligne de la résilience climatique. Sensibiliser ces dernières à la question climatique, c'est comme atteindre à moitié l'objectif de Corps Africa. Ils sont confrontés à des problèmes liés au changement climatique et dont il nécessite de faire des activités de reboisement, mais surtout aussi de créer des solutions afin de permettre à ces communautés
de lutter soit contre la désertification, comme vous le savez, il y a pas mal de communautés à travers le Sénégal où la coupure de bois est un problème crucial. Et souvent, ces communautés qui sont confrontées à ces problèmes, et les volontaires apportent des solutions à travers des reboisements. Non seulement des reboisements, mais surtout aussi créer des solutions à travers des savoir-faire endogènes qui aujourd'hui nous magnifions parce que en dehors de ces activités aussi, dont l'initiative Corafrica Green, qui fait partie prenante dans la lutte contre les changements climatiques et qui aujourd'hui, nous en tant qu'organisation, d'être au cœur de ces activités, mais surtout aussi d'apporter des solutions. Ces projets renforcent le cadre de vie des populations et boostent leur capacité à affronter les défis climatiques en misant sur l'expertise et l'énergie des jeunes. Je prends l'exemple de la Grande Muraille Verte. Quand on avait des volontaires avec la Corte 6 au niveau de Bakel, ils étaient affectés un peu sur Bakel dans 3 communautés. Ces communautés ne savaient même pas qu'ils faisaient partie de la tracée de la Grande Muraille Verte. Et ces 3 volontaires, laissez-moi les nommer, Mariam Dien, Mariam Sagne et Moussa Taloum, et demain, Inch'Allah, je serai dans ces communautés. Ils ont eu à faire des multitudes de sensibilisation et de réunions communautaires pour leur faire savoir non seulement qu'ils sont dans la zone Sahel, qu'ils sont dans la tracée de la Grande Muraille Verte, mais aussi quelle est leur participation en tant que communauté par rapport à ça. Donc pour moi, c'est je dirais pas petit impact, mais ces efforts qu'ils sont en train de faire avec ces communautés méritent réellement d'être mis en lumière. Et c'est un grand impact qui est certes social, qu'on ne peut pas comptabiliser avec des chiffres, mais qui est très important. Une population qui subit de plein fouet les conséquences du changement climatique, celle de Thiaroye-sur-Mer, une commune côtière de la banlieue sud de Dakar qui abrite une communauté de pêcheurs traditionnels confrontée à une érosion côtière massive qui ronge son littoral. Les habitants sont désappointés, surpassés par ce désastre écologique. Yacine vit près de la berge depuis plusieurs décennies. Aujourd'hui, la mer a emporté la moitié de sa maison. Je me suis recouchée après la prière de Fajr. Plus tard, les enfants m'ont réveillée pour m'avertir que la maison tombait en ruine. Étant habituée des faits, je me suis dit que non, la mer ne pouvait pas nous atteindre, pas tout de suite. Quelques minutes plus tard, les eaux ont commencé à engloutir la cuisine, puis la salle de bain. Et on a essayé de sauver ce que l'on pouvait. La mer était plus forte. Vous voyez, il y avait des chambres dans cette partie. Il ne reste plus rien. Il ne me reste que cette chambre là-bas. Je suis obligée de cuisiner à ciel ouvert. Vraiment que c'est désastreux. Elle, ainsi que tant d'autres victimes, veulent qu'on les recase dans une zone beaucoup plus sécurisée, loin de la mer. On aimerait être recasé ailleurs, car cet endroit est une bombe à retardement. Un foyer, on peut la construire n'importe où, pourvu que ce soit un lieu sécurisé. Imaginez si cet incident était arrivé la nuit, ça serait vraiment catastrophique. Sans mesures concrètes comme des digues ou une coordination régionale, Thiaroye risque de perdre davantage de territoire, menaçant l'économie locale et l'identité des riverains. Des jeunes de l'association CRAC, le club de réflexion et d'action citoyenne, portent le combat très haut. Quand on parle de l'érosion côtière, Bargny aussi fait partie des villes les plus vulnérables du Sénégal, quand il s'agit de l'érosion côtière. Parce que chaque année, la mer engloutit pas mal de maisons. Déjà, là, c'est une réalité et c'est ça qui a aussi créé ce qu'on appelle la promiscuité des ménages. Il y a de cela quelques années, 2-3 années, la mer avait englouti 33 maisons. Et ça a permis beaucoup de jeunes, les ménages qui n'ont pas assez de moyens, de s'entasser dans des chambres à 3, voire 9 personnes déjà dans des chambres, Et là, nous, dans ce cadre, on a organisé pas mal d'ateliers sur les raisons côtières de changement climatique, ne serait-ce pour alerter, impliquer les autorités, que ce soit nationales comme internationales, et surtout pour les bailleurs de fonds, ne serait-ce pour qu'il y ait un plan de relogement pour ces réfugiés, en quelque sorte. En plus de protéger et de préserver l'environnement, ils forment les jeunes bénévoles à devenir autonomes. Déjà, Bargny a son propre histoire parce que Bargny vivait de la pêche et de l'agriculture.
Mais avec la présence de Diamniadio, du pôle urbain de Diamniadio, on nous a privés de notre agriculture aussi. Et là, ça a trop dégradé. Et nous, par exemple, en tant qu'association, on avait proposé ce qu'on appelle une formation de 126 jeunes de Bargny à des métiers comme la réparation téléphone portable, la blanchisserie, la teinture. Et dans le domaine aussi de multimédia, on a formé des jeunes. Et après, on a un accompagnement, de l'accompagnement pour que ces jeunes-là, avec les meilleurs, on pourra les financer pour qu'ils puissent partir, être autonomes à la fois. Saliou est étudiant en géographie et en même temps bénévole. Il vient de rejoindre l'association CRAC. En tant que, comme l'ensemble des jeunes de notre commune en quelque sorte, ça nous affecte directement parce que ici à Bargny, il y a des jeunes qui, la plupart de leurs activités sont la pêche. Les jeunes s'activent de manière générale sur la pêche, malgré qu'il y a d'autres qui s'activent dans d'autres activités. Mais à travers cette pêche-là, aujourd'hui, nos jeunes se retrouvent à ne plus voir ou à ne plus trouver les poissons auxquels ils avaient accès pour se nourrir, pour travailler. Actuellement, avec ce phénomène de changement climatique, les régions côtières aussi, le changement climatique, ses conséquences détruisent nos maisons, mais aussi ça occasionne aussi la disparition de notre source de subsistance en tant que jeunes. Les jeunes de Bargny se mobilisent pour contrer l'offensive climatique. Avec l'association CRAC, ils lancent des initiatives locales pour freiner l'érosion, sensibilisent à la gestion des déchets pour lutter contre la pollution et prônent la vigilance pour anticiper les inondations. En misant sur sa jeunesse, le Sénégal peut inverser la courbe du désastre et faire émerger des leaders verts. Car ces jeunes leaders ne se contentent pas de résister, ils laissent leurs empreintes pour les générations futures. Preuve que la jeunesse est la clé d'un continent résilient. Nous sommes de retour sur le plateau de Croissance Verte avec M. Michel Kinifo, consultant d'engagement citoyen et communication pour le changement social, fondateur de Senvi Association et membre de IBP Sénégal. M. Kinifo, après avoir vu ce reportage, on réalise à quel point le changement climatique est déjà une réalité vécue, notamment sur le littoral. Quel regard portez-vous donc sur cette mobilisation des jeunes face à l'urgence climatique ? Donc, je pense que c'est une situation à saluer parce que déjà, c'est des défis qui sont vécus par les populations au quotidien, par les jeunes en partie, qui, comme on l'a vu dans le reportage, constituent une grande partie de la population côtière, surtout à Thiaroye-sur-Mer. Et on peut que magnifier parce que si on a une population qui est jeune et qui ne s'active pas à résoudre ces défis, on peut dire que l'avenir ne sera pas si radieux que ça. Nous avons vu justement une jeunesse active qui ne parle plus seulement d'écologie, mais qui agit concrètement sur le terrain. Est-ce un signe d'un vrai tournant dans l'engagement citoyen des jeunes ? Et je pense que c'est une belle prise de conscience et comme vous l'avez dit, ce n'est plus du militantisme, c'est maintenant des proposeurs de solutions et comme on a pu le voir, le climat est un problème global, mais il ne peut que se régler avec des solutions locales par les jeunes et pour les jeunes. Monsieur Kinifo, vous êtes consultant en engagement citoyen et communication. Selon vous, qu'est-ce qui explique cet engagement croissant des jeunes pour le climat et pour la protection de l'environnement ? Donc je pense que cet engagement s'explique par le fait que c'est les jeunes eux-mêmes qui vivent les défis environnementaux au quotidien. C'est-à-dire les inondations, l'érosion côtière, l'avancée de la mer. C'est des problèmes que les jeunes vivent au quotidien. Donc quand tu dois te déplacer, quand tu veux aller à la plage, quand tu veux faire du sport et que ton cadre est menacé, il est tout à fait normal que tu te lèves et que tu puisses proposer des solutions à ces défis. Vous êtes aussi le fondateur de Senvi Association, une organisation à but non lucratif qui a pour mission d'améliorer les conditions de vie des communautés. Pourquoi ce choix d'avoir misé sur le volontariat et l'amélioration de conditions de vie des populations ?
Donc, Sainte Vie Association s'active principalement sur l'amélioration des conditions de vie. Et comment cela se fait? C'est par l'éducation. Parce qu'on croit fortement que le changement ne peut pas se faire d'un seul coup. Et c'est pour ça notre travail, c'est de préparer les jeunes générations, parce qu'on travaille avec les jeunes qui ont généralement moins de 15 ans dans les écoles publiques. Et ils constituent à peu près un quart de la population sénégalaise. Et ce qu'on veut faire, c'est préparer cette génération-là à devenir de meilleurs citoyens pour demain. Nous avons également vu, pour revenir sur le reportage, que ces actions vont au-delà de l'environnement en intégrant des dimensions sociales, économiques et humaines. Est-ce là, selon vous, la clé pour construire une vraie résilience climatique ? Oui, effectivement, je pense que là est la clé, parce que le climat, c'est juste la porte d'entrée, parce que les conséquences climatiques des défis environnementaux se ressentent dans les maisons, donc sur le plan social, sur le plan économique, dans les moyens de subsistance comme la pêche, comme l'artisanat. Donc c'est tout à fait normal que pour avoir des solutions résilientes et faire face aux défis climatiques, que ces volets environnementaux-là puissent prendre en compte le volet social et économique. Nous avons vu différentes organisations qui œuvrent au quotidien pour améliorer le cadre de vie, accompagner les populations face à l'urgence climatique. Nous avons vu Corps Africa et ces jeunes volontaires qui travaillent au cœur des communautés. Quelle importance accordez-vous à ces approches locales ancrées dans les réalités du terrain ? Donc je pense que c'est la meilleure approche, parce que généralement quelqu'un qui ne vit pas dans un environnement ne peut pas apporter une réponse adaptée. Et comme elle a pu bien le dire dans le reportage, ils ne viennent pas avec des solutions préconçues. Donc ils viennent travailler avec les populations, et l'idée c'est de co-créer des solutions qui sont réellement bien adaptées aux réalités locales. Un autre point fort du reportage concerne le rôle des femmes, souvent en première ligne face aux impacts climatiques. Pourquoi est-il essentiel, selon vous, d'impliquer davantage les femmes dans les stratégies de résilience? Je pense que c'est indispensable de les impliquer, parce que généralement, une femme qui est sensibilisée, une femme qui est éduquée, c'est tout un foyer, et après c'est toute une nation qui est changée. Donc je pense que c'est la meilleure porte d'entrée, et on ne peut pas faire le changement climatique ni de résilience climatique sans les femmes. Nous l'avons vu à Thiaroye-sur-Mer, les habitants ont perdu leur maison, leurs repères, parfois même leur histoire. Selon vous, face à ces situations, que doivent faire en priorité les autorités pour accompagner les populations affectées? Donc je pense que les autorités doivent mettre en place des cadres et permettre aux jeunes d'avoir aussi accès à des financements qui leur permettent de mettre en œuvre leurs solutions. Et une fois qu'une solution est réussie, l'idée, pour moi, le travail des autorités, c'est de passer ces solutions-là à l'échelle et de les répliquer un peu partout. À Thiaroye-sur-Mer, il y a le défi de l'érosion côtière qui existe aussi à Saint-Louis. Donc si une solution est accompagnée et réalisée à Thiaroye, il est tout à fait normal que les autorités puissent aider ces jeunes-là à passer cette solution-là à l'échelle. Nous avons également vu des jeunes engagés comme ceux de l'association CRAC qui sont formés pour devenir autonomes. En quoi la formation et le renforcement des capacités sont-ils essentiels pour pérenniser cet engagement citoyen en faveur de la protection de l'environnement? Donc je pense que c'est le grand défi que nous avons. C'est comment nous pourrons faire pour que les jeunes puissent être éduquer, être formés, et surtout voir comment ils peuvent profiter des opportunités qu'ils ont, notamment par rapport à la technologie et à l'éducation qui peut se faire maintenant avec l'intelligence artificielle, pour pouvoir permettre à tous les jeunes du Sénégal, et même ceux qui sont dans des coins les plus reculés, d'avoir une certaine éducation environnementale qui peuvent permettre derrière d'avoir des solutions plus résilientes face aux défis climatiques. Nous avons également vu un profil intéressant, celui de Saliou, qui est à peu près semblable au vôtre, étudiants et bénévoles. Comment encourager davantage des jeunes à concilier études, engagement citoyen et action environnementale? Donc je pense que cela peut être fait par la promotion des métiers verts et aussi par l'accompagnement des jeunes dans les solutions environnementales. Parce que ça peut même être, on veut dire, un terreau pourvoyeur d'emploi pour demain. Donc c'est la meilleure école de formation, je pense, pratique pour un jeune d'être engagé sur les questions environnementales et sociales par le bénévolat et l'engagement social. Selon vous, est-ce que ces initiatives locales peuvent-elles réellement changer les comportements, notamment sur la gestion des déchets, la prévention des inondations ou encore la protection du littoral? Parfaitement. Je pense que pour avoir demain une ville de Dakar, je vais dire, plus belle, plus propre, il faut impérativement qu'on passe à l'action, et c'est à travers les jeunes qui peuvent sensibiliser leurs pairs et qui peuvent mettre en place des solutions qui demain peuvent nous permettre d'avoir une ville plus propre, et aussi, comme je le disais, par l'éducation verte, qui est un moyen indispensable pour avoir demain des villes plus résilientes, plus propres et plus adaptées au contexte local.
intéressons-nous à Senvi Association, dont vous êtes le fondateur. Comment déployez-vous vos actions et sur quoi vous concentrez-vous concrètement ? Donc nous concentrons généralement nos efforts sur les jeunes, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 15 ans, parce qu'on travaille beaucoup avec les écoles publiques et on leur donne des cours d'éducation au développement durable. Et on travaille aussi avec les élèves pour mettre en place des potagers écologiques dans les écoles. Et aussi on fait des sorties extrascolaires pour montrer aux jeunes enfants comment l'agriculture résiliente et l'agroécologie peuvent être des moyens de subsistance, mais aussi des réponses face aux défis environnementaux et écologiques. Quel regard portez-vous sur ces jeunes que vous accompagnez? Comment vivez-vous cet engagement au quotidien et quel retour avez-vous de leur part? Donc je pense que c'est un travail qui est passionnant au quotidien parce que l'énergie que dégagent ces jeunes-là et les solutions qu'ils proposent me rassurent et me donnent bon espoir pour demain parce qu'ils sont très engagés et généralement, comme j'ai l'habitude de le dire dans les panels où je vais, plus on va à l'intérieur du pays, plus les jeunes ont moins d'opportunités et plus les jeunes sont engagés. Et ça, je me dis que c'est porteur d'espoir et je me dis que demain, ces jeunes-là pourront être les solutionnaires des problèmes climatiques qui nous touchent tous. Et qui vous accompagne dans cette noble mission? Qu'en est-il des partenariats publics-privés et que prévoyez-vous surtout pour cette nouvelle année? Donc pour cette nouvelle année, nous allons beaucoup travailler avec les établissements publics et nous allons aussi essayer de travailler avec les collectivités territoriales. Et par rapport à la question sur les autorités publiques, je pense que nous avons actuellement un partenariat avec l'IA et l'IF pour pouvoir faire le plaidoyer pour que l'éducation environnementale soit intégrée dans le curricula scolaire. Et comment arrivez-vous à déployer vos actions en collaboration avec d'autres associations? Vous avez dit que vous allez dans les régions, donc vous devez également prendre contact avec les associations déjà présentes sur place. Comment arrivez-vous à synchroniser vos actions pour plus d'impact? Donc généralement, nous travaillons avec une base de données de 50 associations qui sont réparties un peu partout au Sénégal. Et ce qu'on fait, c'est qu'avant de démarrer un projet, on co-construit ensemble le projet. Et Senvi Association prend en charge le volet éducation environnementale parce qu'on a mis en place des modules d'éducation au développement durable. Et nous formons généralement les jeunes de ces associations-là qui, eux, vont dérouler les cours. Donc l'idée, c'est un peu de faire passer le savoir et de créer une chaîne de transformation sociale par l'éducation au développement durable. Alors la co-construction entre associations a l'air plus ou moins facile. Le contact est fluide, mais qu'en est-il du contact avec les autorités locales? Comment arrivez-vous à peut-on dire, les orienter vers l'importance de vos actions? Donc généralement, ça se fait plus par rapport aux activités de restitution et de plus en plus, c'est même les collectivités territoriales et même les détachements étatiques qui se rapprochent des associations pour pouvoir travailler avec nous. Et ça nous facilite la tâche parce que ça permet, comme je le disais tout à l'heure, de pouvoir répliquer les solutions et de pouvoir passer à l'échelle beaucoup plus rapidement. Parce que quand on a un accompagnement étatique et gouvernemental, c'est beaucoup plus facile d'avoir des entrées dans des projets et aussi de démultiplier ces projets-là un peu partout au Sénégal. Après chaque année sur le terrain, on fait le bilan et il y a aussi également des recommandations. Quelles seront vos recommandations pour cette nouvelle année pour que l'amélioration du cadre de vie soit au centre des politiques publiques? Donc la principale recommandation que j'aurais, c'est d'accompagner les jeunes, c'est-à-dire de créer des espaces où ils pourront avoir accès au financement pour mettre en pratique leurs solutions et deuxièmement aussi leur permettre d'avoir des cadres de formation par rapport à la recherche et aussi par rapport à l'éducation environnementale. L'éducation environnementale, justement, comment faire en sorte qu'elle soit au cœur de nos systèmes éducatifs, qu'elle soit vraiment implémentée dans les établissements scolaires? Donc je pense que cela passera par le plaidoyer et je pense qu'actuellement beaucoup d'associations avec lesquelles nous travaillons, nous essayons de monter un consortium qui va nous permettre de travailler avec les institutions académiques, les IF et même le ministère de l'Éducation afin de pouvoir mettre ces modules-là au quotidien pour les élèves et leur permettre demain d'être préparés face aux défis auxquels ils seront confrontés à l'avenir. Merci Monsieur Kenifo pour cet éclairage. Encore merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, le plaisir est partagé. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine Midi 1.